ne suis pas pessimiste ni optimiste, je suis simplement lucide. Ça m'amène à faire des constats qui sont ceux que je pense être les constats justes. Et donc, si ça, pour certains, ça apparaît pessimiste, c'est aussi parce que c'est la façon dont vous le recevez. Mais en fait, je considère que si on veut agir, il faut partir des réalités telles qu'elles sont et donc les décrire telles qu'elles sont. Et c'est ce que je vais faire cet après-midi. Donc si à un moment donné vous vous dites « oh là là, mais où va-t-on » alors je voudrais vous dire, parce qu'on va parler de sujets pas très agréables en réalité sur l'euro et sur les finances publiques, mais si à force de persuasion sur la réalité du constat, vous vous retrouviez dans 1h15 avant la pause dans une situation d'effondrement quasi total, et par anticipation, je vous dirais que 1, la Vendée ne va pas disparaître, 2, l'océan Atlantique non plus, et que la France, vraisemblablement non plus, à condition que le peuple de France veuille qu'elle continue. Donc rien n'est irrémédiable et rien n'est définitif, mais la situation est effectivement difficile. Le deuxième point que je veux évoquer comme point préliminaire, c'est qu'effectivement, je vais aborder la situation de la zone euro, donc la situation de l'euro en tant que monnaie, et puis la situation de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc là aussi, je vais être très très direct. Et donc par anticipation, puisque je sais que ce que je dis, c'est filtré par ce que vous pensez, vos émotions et tout ce que vous avez comme idées préparées sur le sujet. Donc je vous dis, indépendamment de ce que je vais dire ensuite, que je ne suis pas contre l'euro ni contre l'Europe, et que je suis même, mais ça n'a aucun rapport en réalité avec ce que je vais dire après, mais je sais que je dois le dire, je suis plutôt favorable à des États-Unis d'Europe. Voilà, je dis cela parce que si vous pensiez, compte tenu de ce que je vais dire ensuite sur l'euro, que je suis pour une sortie de l'euro, ce n'est pas le cas. Alors, on va commencer tout de suite sur la situation de la croissance économique. Alors ça, c'est un tableau que je tiens en permanence et que j'ai remis à jour hier. Voilà. Et je regrette d'avoir dû le remettre à jour hier, parce que je vous garantis que c'était plutôt pour baisser les perspectives 2012 que pour les augmenter. Et évidemment, je me cale sur le Fonds monétaire international et la Commission européenne. La Commission européenne vient de sortir de nouvelles évaluations de l'évolution de l'économie en Europe et dans le monde. Et ces perspectives ne sont pas tout à fait réjouissantes. Mais on n'est pas là simplement pour constater les choses, il faut expliquer. Et donc, on va commencer par regarder les 2 premières colonnes, très rapidement. Donc si vous prenez les 5 années se terminant en 2007, et les années 2006-2007 sont représentatives des 5 années se terminant en 2007, la croissance mondiale a été de 5% l'an. Ça a été une croissance extrêmement rapide, sans équivalent pratiquement dans l'histoire de l'humanité. On notera au passage que la croissance de la zone euro dans cette période était significative, puisqu'elle était autour de 3%, mais ça vient après une période qui, au cours des années 2003, 2004, 2005, a été mauvaise pour la zone euro, puisqu'on a eu une croissance qui était de l'ordre de 1,5 par an, donc 3 fois moins rapide que la croissance mondiale. Alors juste quelques mots sur d'abord cette croissance de 5% l'an dans la période 2003-2007, parce que on n'a pas toujours la profondeur historique pour analyser les données qui vous sont présentées. On a complètement oublié, mais l'économie mondiale a totalement stagné de l'origine des temps jusqu'au XVIIIe siècle. Il y a eu des évolutions significatives avec l'invention du feu et l'invention de la roue, mais à partir du moment, et puis l'invention de l'urbanisme et de l'agriculture, mais à partir du moment où ces données de base qui ont permis l'essor de l'espèce humaine ont été réalisées, donc si on se place, disons, au moment où la Grèce était grande, puisque c'est censé être le même pays que celui qui est aujourd'hui dans l'Union européenne, mais la Grèce a été grande à une période, puisqu'il y a 25 siècles, elle était le phare de l'humanité.
Et si on se place donc 5 siècles avant Jésus-Christ, eh bien, au cours des 25 du 5e siècle avant Jésus-Christ, où la roue existait, le feu existait, les villes existaient, on avait même en Grèce inventé la démocratie, pas sous la forme moderne post-Renaissance, post-Lumière des 16e et 17e siècles, mais on avait inventé la notion de démocratie appliquée à une cité. Donc à cette période-là, de cette période-là, du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 18e siècle, avant le début de la révolution industrielle en 1780, l'économie mondiale a stagné. C'est-à-dire que le niveau de vie en 1750 était très proche de celui de la Grèce ou de Rome au 5e siècle avant Jésus-Christ. On a complètement oublié ça. On a d'ailleurs oublié que pendant toute cette période, l'espérance de vie des hommes était de 25 ans. D'ailleurs, en sortant de l'économie, mais ce n'est pas sortir complètement de l'économie, quand vous lisez les romans jusqu'à la grande littérature du 19e, il faut savoir que l'espérance de vie en 1900, en France, après Pasteur, n'était que de 40 ans. Et donc quand vous lisez des romans du 18e, 19e, ou des comptes rendus sur ces périodes, il faut savoir que vous lisez des comptes rendus sur des gens dont l'espérance de vie était de 40 ans et que donc vous pouvez vous imaginer que ça avait un impact sur la façon dont ils voyaient le monde et sur les décisions qu'ils pouvaient être amenés à prendre. À partir de 1780 et au cours des 2 siècles qui ont suivi, entre 1780 et 1980, le niveau de vie dans les pays dits industriels avant la globalisation, puisqu'en 1980, l'essentiel du monde développé était concentré en Europe de l'Ouest, au Japon et aux États-Unis. Et donc, si vous prenez les pays développés entre 1780 et 1980, le niveau de vie de la population a été multiplié par 20 et l'espérance de vie par 3, et c'est ce qui a été apporté par la révolution industrielle. Je dis cela parce que aujourd'hui, le mot industriel est devenu un gros mot pratiquement. Vous parlez dans une ville, si vous dites dans une ville, il reste des activités industrielles, beaucoup de gens imaginent tout de suite la pollution, les problèmes que ça peut poser, ainsi de suite. C'est la révolution industrielle qui a triplé notre espérance de vie et multiplié par 20 notre niveau de vie. Alors, ce n'est pas le sujet totalement du jour, même si ce n'est pas indépendant, parce que c'est dans cette profondeur historique qu'on puise les ressources pour prendre des décisions justes dans les moments de crise. Nous sommes dans un moment de crise, mais il ne faut pas penser que dans un moment de crise, on s'appuie sur les informations sur Internet des 30 dernières secondes pour prendre des décisions. Quand on prend des décisions très graves, comme celles qu'on va devoir prendre sur l'avenir de l'euro ou sur l'avenir de l'Europe, il faut espérer que nos dirigeants auront les 25 siècles d'histoire du monde dans la tête, et en tout cas les 25 siècles d'histoire européenne. Parce que s'ils ne prennent leurs décisions que sur la base des derniers sondages ou des dernières informations, il est peu vraisemblable qu'ils prendront les bonnes décisions. Et donc, la révolution industrielle a totalement transformé notre cadre de vie, ne serait-ce qu'en commençant par le niveau de vie et l'espérance de vie. Il est clair qu'il y a 2 siècles, à part si vous aviez été tous nobles, de très grandes familles, vous n'auriez pas eu une après-midi pour venir écouter une réflexion sur l'histoire du monde. C'est la révolution industrielle qui fait que nous sommes là aujourd'hui cet après-midi. Puisque encore en 1780, 90% de la population vivait uniquement de l'agriculture. Et pratiquement jusqu'à la révolution industrielle, à part ceux qui étaient devenus marins ou soldats, la vie des gens se faisait à 20 km autour de l'endroit où ils étaient nés. Donc il faut se souvenir de tous ces éléments-là pour comprendre l'avenir et le devenir de l'humanité. Alors, quand vous voyez 5% de croissance pour l'ensemble de la planète pendant 5 ans de 2003 à 2007, vous prenez à ce moment-là conscience que c'était un phénomène extraordinaire. Et c'est dans ce contexte-là qu'intervient la crise de 2008. La crise de 2008, c'est une crise qui frappe
le 15 septembre 2008, même si les prémices commencent en août 2007. Mais donc c'est une crise qui frappe le 15 septembre 2008, quand la faillite d'une banque aux États-Unis va provoquer un gel de toutes les décisions de la finance, puisque ceux qui ont accepté cette faillite, on aurait pu l'éviter, mais ceux qui ont accepté cette faillite, notamment d'ailleurs parce qu'à ce moment-là de l'histoire américaine, compte tenu des faillites qui avaient eu lieu au cours de l'année 2008, avant celle-ci, il y a eu une volonté du pouvoir politique américain de faire un exemple. Et il se trouve qu'on n'a pas complètement pris conscience de ce que Lehman Brothers, qui n'était pas une très grosse banque, avait néanmoins beaucoup de correspondants à travers le monde, et que la faillite de Lehman Brothers a envoyé un signal à l'ensemble des opérateurs sur le plan mondial qui a conduit à ce que d'un seul coup tout le monde s'est méfié de son voisin, et que donc ça a provoqué le gel extraordinaire de la finance. Or, quand la planète finance, tout s'arrête. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans des économies monétaires de marché. Toute transaction est monétaire. Sauf si vous avez un poulet dans la basse-cour et que vous le tuez tout seul, et tout le reste est monétaire. Et donc, si la planète finance s'arrête, eh bien, tout le reste s'arrête. Tout est gelé. Vous sortez d'ici, vous allez chercher de l'argent à la poste avec votre carte, et l'appareil fait bip bip, mais il n'y a pas d'argent qui sort. Et très rapidement, si la planète finance s'arrêtait aujourd'hui, très rapidement, en 10 jours, c'est l'arrêt total de l'économie, et c'est le début de problèmes majeurs qui nous rappelleraient des crises encore plus graves même que celles des années 30. Donc, on a subi une crise extrêmement violente. Alors, cette crise frappe au 4e trimestre 2008, ce qui fait qu'elle conduit à un effondrement de l'activité industrielle au 4e trimestre, et ça ne se voit pas trop dans les chiffres de 2008, puisque les 3 premiers trimestres de 2008 s'étaient faits sur la lancée des 5 dernières années, mais ensuite on a une chute extrêmement violente, et on voit les pleins effets de la crise de 2008 en 2009, et vous voyez qu'on passe d'un rythme de croissance de plus 5% l'an pour l'ensemble de la planète à moins 0,5%. Donc c'est une crise d'une violence inouïe, d'autant plus que vous voyez ici qu'apparaissent 2 lignes qui séparent l'économie mondiale entre pays industriels et pays émergents et pays en voie de développement. Les pays industriels, quand la croissance mondiale était à 5%, croissaient autour de 2,8% par an en moyenne. Donc dès 2008, pour les seuls pays industriels, on tombe à 0,5%, et vous voyez qu'en 2009, on est à moins 3,4%. Donc en gros, il y aura beaucoup de chiffres cet après-midi, vous n'êtes pas obligés de tous les retenir, mais en gros, on passe pour l'industrie, les pays industriels, de plus 3% à moins 3%. Même là, ça ne montre pas la violence de la crise, puisqu'en réalité, les économies des pays industriels sont à, selon les pays, 65 à 75% des économies de services, qui ont été beaucoup moins touchées, qui ont baissé de 1 à 2% dans la crise. Et donc, quand on a une baisse de moins 3,4 pour 2009, ça recouvre en fait une économie des services qui a baissé selon les pays d'un demi-point ou d'un point, et une économie de la production industrielle qui a baissé de 15 à 20%, sachant qu'à l'intérieur de la production industrielle, certains secteurs ont baissé de moitié. Donc ça a été une crise extrêmement violente, sans équivalent depuis la Deuxième Guerre mondiale, sans équivalent depuis la crise des années 30. Alors pourquoi on revient dans ces mécanismes ? C'est parce que vous savez qu'une des craintes aujourd'hui qui explique l'évolution des bourses depuis le mois d'août, c'est qu'on se dit, mais si ça revient, qu'est-ce qui se passe ? Donc il faut simplement comprendre à nouveau et prendre conscience de l'ampleur de la crise de 2008. Alors, si les pays industriels ont violemment été affectés par la crise de 2008-2009, vous voyez que les émergents ont traversé cette crise relativement sans égratignure, puisque leur taux de croissance, qui était autour de 8% l'an, tombe à 3% en 2009 et revient tout de suite à 7% en 2010. Ça aussi, c'est très important parce que, par exemple, l'arrogance chinoise post-crise 2008-2009 s'explique en partie par le fait que, notamment, l'Asie en développement
n'a absolument pas connu la crise, puisqu'elle était sur un rythme de croissance de 10%. La crise, pour elle, ça a consisté à passer de 10% à 7%, avant de rebondir tout de suite à 9,5%. Et ça a complètement changé la façon dont les Chinois et les Indiens ont vu le reste du monde développé, puisqu'ils se sont dit, nous avons été capables de traverser cette crise sans être égratignés. Dans ces pays, surtout en Chine, où on a le respect des maîtres dans le confucéisme, ils avaient un certain respect des pays développés qui avaient fait la révolution industrielle, qui a produit les effets que j'ai évoqués. Ça aussi, c'est une question très intéressante qu'on ne va pas aborder ici, mais vous savez qu'avant la révolution industrielle qui s'est passée dans la pointe ouest de l'Europe, en Angleterre, en France et en Allemagne, si on avait demandé en 1750 où devait se passer la révolution industrielle, à supposer qu'on ait pu imaginer un phénomène comme ça, tous les experts de l'époque auraient dit c'est en Chine que ça va se produire, puisque la Chine dominait le monde à ce moment-là. En 1750, la Chine, c'était 30% du PIB mondial. C'était la première puissance de la planète. Et la Chine avait une science et une technique très développée. Mais la Chine n'a pas été capable d'inventer le concept d'entreprise. Elle n'a pas été capable d'inventer le concept d'état de droit. Elle n'a pas été capable d'inventer les systèmes de financement qui ont permis l'essor des techniques et l'accumulation des savoirs qui ont provoqué la révolution industrielle. Parce que très souvent, on se dit, voilà, il y a eu une révolution industrielle, très bien. Mais c'est intéressant, pourquoi il y a une révolution industrielle entre 1780 et 1830 ? Parce que la démocratie, elle est inventée par les Grecs 2000 ans avant, 2300 ans avant. Le droit a été inventé par les Romains 2000 ans avant. Les plus grands scientifiques et les technologies, l'invention de la poudre, l'invention de nombreux éléments, même comme l'imprimerie, ça se fait en Chine. Donc pourquoi ça ne démarre pas en Chine, ça ? Voilà. Donc il y a des vraies questions de temps en temps à se poser. Et ce sont les questions sur l'environnement des révolutions scientifiques, techniques et institutionnelles. Ça veut dire que si l'environnement est mal construit, eh bien, ce qui doit advenir n'advient pas. Et tout cela nous apprend quoi ? Nous apprend qu'avant de faire les apprentis mécanos pour transformer les institutions, en appliquant aveuglément des principes bureaucratiques à tout un pays comme la France, type les 35 heures en 1998. Les 35 heures appliquées à la seule industrie en 1998, c'était une idée pas stupide du tout. Les 35 heures appliquées à toute l'économie française, et sachant que la France était le seul pays à appliquer les 35 heures, c'était un désastre. Aujourd'hui, par exemple, il y a peut-être un problème sur le nucléaire, mais décider que, comme l'Allemagne le fait, on doit sortir du nucléaire. Mais en Allemagne, c'était un élément mineur de production de l'énergie et c'est en train de provoquer des chocs qui vont avoir des conséquences majeures sur la production allemande, puisqu'on ne l'a pas dit ici, mais depuis que l'Allemagne a annoncé qu'elle sortait du nucléaire, alors que le nucléaire était tout petit dans la production allemande, les prix de l'électricité ont déjà augmenté de 10% pour toute l'Allemagne. Et ça, personne ne le dit. Quand on débat en France, on évite de donner l'ensemble du tableau. Donc il faut peut-être sortir du nucléaire, mais la façon dont on va sortir du nucléaire, le temps qu'on se donne pour sortir du nucléaire, l'attention qu'on va donner aux énergies qui vont remplacer le nucléaire, c'est 90% du problème. Parce que décider de sortir du nucléaire, ça c'est relativement facile. Maintenant, analyser les conséquences avant, c'est justement prendre en compte tout l'environnement institutionnel et comportemental. Parce que quand les hommes ne comprennent pas des décisions, ou quand ils voient les effets négatifs des décisions tout de suite, eh bien ça produit des changements de comportement qui font qu'à l'arrivée, on n'a pas les résultats attendus. Je vous rappelle quand même que les 35 heures, c'était fait pour faire disparaître le chômage et accélérer la croissance. 10 ans après, c'est l'inverse qui s'est produit. Et on ne tire aucun enseignement de la différence entre ce qui était attendu par cette mesure et ce qui a été observé. Et d'ailleurs, en tant qu'analyste, ce qui m'intéresse, c'est au moins autant les 35 heures, qui est une mesure technique, que la façon dont ça a été mis en œuvre.
application aveugle et immédiate à tout un pays, sans prendre en compte les conditions dans chacun des secteurs d'application de cette décision. Donc ça, c'est un autre regard sur les 35 heures. Et un regard encore plus intéressant sur les 35 heures, c'est l'incapacité à tirer des leçons de cette expérience. Pour les peuples, c'est comme pour les individus. Quand vous avez, chacun de nous prend de mauvaises décisions. Mais tout est dans la capacité à comprendre le plus vite possible qu'on a pris une mauvaise décision, à essayer d'analyser, de comprendre en quoi et pourquoi ça a été une mauvaise décision, et de mettre en œuvre des changements qui font qu'on sort des difficultés. Or, ce qui m'intéresse sur l'objet France, c'est que nous avons perdu cette capacité d'analyser les situations, d'analyser les choses qui marchent et celles qui ne marchent pas, et d'analyser la façon dont on doit modifier nos comportements pour avoir des résultats qui sont plus satisfaisants compte tenu des attentes générales. Donc si vous regardez maintenant pour l'année 2009, vous allez voir quelque chose d'assez stupéfiant. Tout ça, ce sont des chiffres publics. Qu'est-ce que vous observez ? Bien, la crise de la finance, elle est née aux États-Unis. Bon, regardons la ligne États-Unis. Qu'est-ce qui se passe en 2009 ? Moins 2,6%. Choc très important. Mais à cette époque-là, nous sommes dans la zone euro. Rappelez-vous, septembre 2008, octobre 2008, les grands responsables européens, y compris les ministres des Finances allemands, disent « Nous sommes dans la zone euro, nous serons protégés de ce qui se passe aux États-Unis. L'euro est un bouclier qui va nous protéger. » Très bien, pourquoi pas. Résultat, il est dans la colonne, zone euro, moins 4. Totalement officiel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'en fasse rien de ces chiffres. Que personne ne dise, c'est marrant, la crise est née aux États-Unis par des déviances de la finance américaine. Ils font moins 2,6% de croissance et nous, on fait moins 4, alors que l'euro était censé nous protéger. Est-ce qu'il y a quelque part une déficience de l'organisation institutionnelle de la zone euro ou une déficience du processus de décision dans la zone euro ? On peut au moins poser la question. Et en tant qu'analyste, le fait qu'on ne pose même pas la question, pour moi, c'est un élément fantastique d'information. Ensuite, quand on regarde l'année 2010, comment ces deux pays rebondissent ? Les États-Unis, après moins de 6, ils font plus de 9. Alors la zone euro, forcément, elle va faire plus 7, puisqu'on est protégé et que ce n'est pas chez nous. Non, ce n'est pas plus 7, c'est plus 1,7. Et d'ailleurs, si vous regardez, à la fin 2010, on n'a toujours pas récupéré la crise de 2009 et on est à peine au niveau de production de 2006. Donc pour une zone euro qui nous a protégés, on peut au fait considérer que c'est plutôt l'inverse et que ça a été un accélérateur de la crise. Est-ce que ça nous donne des indications sur ce qui se passe aujourd'hui ? Vraisemblablement pas, puisque ce n'est pas au cœur du débat national. Et que, évidemment, comme nous sommes dirigés par des gens extrêmement intelligents avec des journalistes qui le sont autant, si on ne parle pas du sujet, c'est qu'il n'a pas d'importance. Mais malgré tout, on peut avoir un doute. L'année 2011, comment est-ce qu'elle se présente ? Eh bien, on a un rebond de l'économie mondiale qui, après moins 0,5 en 2009, fait plus 5 en 2010. Or, d'ores et déjà, comme vous le savez, nouvelle cassure à partir de cette fois août 2011, avec effondrement des bourses et depuis accentuation de cet effondrement, accélération de la crise au sein de la zone euro et des perspectives de croissance qui sont assez terrifiantes puisque pour une planète qui serait à 3,7, on a encore la zone euro qui est à 1,5, mais c'est largement dû au rebond des exportations en Allemagne. Mais dès 2012, on nous annonce 0,5. 0,5, compte tenu du contexte d'incertitude dans lequel nous sommes, c'est entre 0 et 0,5, c'est-à-dire pratiquement pas de croissance pour l'année 2012. Tout cela dans un contexte où finalement, fin 2012, on n'est pas très loin du niveau où on était en 2006. Donc vous voyez que c'est une crise d'une violence inouïe, qui a des effets dévastateurs, qui explique évidemment l'état des finances publiques des pays membres de la zone euro,
Et donc, c'est quand même un indicateur qu'on devrait s'interroger sur la façon dont on a construit cet objet zone euro. Est-ce que la zone euro a été construite de telle sorte qu'on ait un système qui fonctionne? Alors, on va venir à l'Europe, puisque la zone euro appartient à l'Europe. Je suis désolé, mais cet après-midi, on commence par un exercice consistant à déconstruire tous les préjugés qu'on peut avoir. C'est toujours désagréable de déconstruire les préjugés. Mais l'euro qui nous protège et qui, de facto, dans les chiffres, fait qu'on a une crise plus grave que dans le reste de la planète, on peut s'interroger sur la réalité de cet euro. Quant à l'Europe, moi je suis un Européen convaincu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai pris la précaution de vous dire que j'étais même favorable à des États-Unis d'Europe. Mais justement, je distingue, c'est un exercice toujours très difficile, je distingue ce que je pense, ce que je crois, ce que j'espère, de ce que j'observe. Beaucoup de gens ont énormément de mal à distinguer ce qu'ils croient de ce qu'ils observent. Et ils ont une grande tendance à projeter ce qu'ils croient sur ce qu'ils observent. Et ça, c'est un des problèmes majeurs pour l'action. Parce que l'action, quand elle n'est pas fondée sur une analyse des réalités telles qu'elles sont, ça ne peut conduire qu'à des échecs majeurs. Or, la réalité sur le monde, tel qu'il est, c'est que l'Europe est devenue justement le ventre mou du monde. C'est un espace économique ouvert sans réciprocité. Il n'y a pas de gouvernement économique de la zone euro et il n'y en aura pas, parce que l'Allemagne l'a exclu. À la place, l'Allemagne propose une gouvernance économique. Mais c'est vrai que les journalistes ne vous aident pas, et la classe politique non plus, mais je peux vous dire qu'entre gouvernance et gouvernement économique, il y a à peu près autant de points communs qu'entre un extrémiste israélien et un extrémiste arabe. Le gouvernement économique, c'est ce qui existe dans un pays national, avec donc un gouvernement, avec un budget national, ou si c'est comme aux États-Unis, un ensemble fédéral avec un budget fédéral, et à l'intérieur d'une zone qui fonctionne avec un gouvernement économique, vous n'avez pas de concurrence fiscale et sociale entre les ingrédients de cette zone. Hier, j'ai été interviewé par une télévision chinoise basée à Hong Kong et qui a en moyenne 160 millions de Chinois qui la regardent. Donc je suis peut-être en train d'être projeté en ce moment sur les écrans en Chine devant 160 millions de Chinois. Et à chaque fois, moi, je me pose la question, comment expliquer la crise de la zone euro à des Chinois? Déjà, c'est difficile de l'expliquer à des Européens, mais l'expliquer à des Chinois, c'est pas simple. Alors c'était très intéressant parce que c'était une journaliste chinoise basée à Hong Kong, et je lui dis, mais il y a combien de régions en Chine? Elle était avec son collaborateur caméraman, comme il y a un caméraman dans la salle ici. Aucun des deux était capable de dire combien il y avait de régions autonomes en Chine. C'était intéressant en soi. Je lui dis, quel est l'ordre de grandeur? Au bout d'un moment, ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il y avait une trentaine de régions en Chine. Très bien. Alors je leur ai dit à ce moment-là, dans l'interview, ça c'était avant l'interview, imaginez qu'en Chine, vous n'ayez pas de gouvernement central, pas de budget fédéral de l'ensemble de la zone, et que vous ayez une concurrence fiscale et sociale entre les 30 régions constituant la Chine. Est-ce que vous pensez que vous auriez éventuellement une crise de finances publiques en Chine et éventuellement une crise de crédibilité de la monnaie chinoise? Ah bah oui, évidemment, ça ne pourrait pas marcher. Oui, c'est ce qui se passe en Chine. Imaginez les États-Unis d'Amérique, 50 États. Les Américains, ils ont traversé la Première Guerre mondiale au XXe siècle, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide. Au XXIe siècle, il y a eu le 11 septembre et il y a eu la crise de 2008. Vous avez entendu parler d'une crise de l'Alabama, des finances publiques de l'Alabama. Sachez que l'Alabama est certainement aussi pauvre que la Grèce.
La Californie est aussi riche que l'Allemagne. Est-ce que vous avez entendu la Californie dire au type d'Alabama, vous avez intérêt à réduire votre déficit public, là, parce que je vous garantis qu'on va vous sortir de la zone dollar. Hein. Les petits cons d'Alabama, là. Hein, vous vous mettez sur leur comportement teutonique à la californienne, ou vous sortez. Ça vous rappelle rien, ça? C'est ce qu'on lit dans les journaux allemands aujourd'hui sur la Grèce. Vous n'entendez pas ça sur les relations entre la Californie et l'Alabama. Pourquoi? Parce qu'il y a un gouvernement fédéral, un budget fédéral, et qu'il n'y a pas de concurrence fiscale et sociale entre les 50 États américains. D'accord? Aux États-Unis, vous avez un système de retraite qui est fédéral. On parle souvent du système de santé qui ne touche pas la totalité des Américains, mais le système de retraite touche 100% des Américains, il est fédéral, c'est le premier poste de dépense avant la défense. Ensuite, il existe 2 programmes de santé pour les vieux et pour les pauvres, Medicare et Medicaid. Ils sont fédéraux. Ils sont au cœur des batailles politiques entre les républicains et les démocrates pour savoir comment on les contrôle. Il existe bien aux États-Unis 40 millions d'Américains qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie. Mais ce ne sont ni des vieux ni des pauvres. Parce que ceux qui ne sont ni vieux ni pauvres, ils sont couverts par une assurance d'entreprise. Or, il y a des PME américaines où il n'y a pas d'assurance maladie de l'entreprise. Et donc, en réalité, les 40 millions d'Américains qui n'ont pas d'assurance maladie sont des travailleurs dans des entreprises trop petites pour avoir une assurance maladie. Mais donc, l'assurance retraite et les 2 grands régimes d'assurance maladie sont fédéraux. L'impôt sur le revenu aux États-Unis est fédéral, l'impôt sur les sociétés est fédéral. Ce qui change d'un État à l'autre, c'est les taxes à la consommation. Mais vous avez en plus une armée fédérale. Vous n'entendez pas parler... en Afghanistan, ils n'ont pas envoyé l'armée de la Californie. Ils ont envoyé l'armée américaine. Alors nous, en Europe, on est très malins. Et on a inventé l'euro sans gouvernement économique, c'est-à-dire sans capacité d'action sur le moyen terme, parce que c'est ça le gouvernement économique, sans budget fédéral, et là, soyez très attentifs quand vous écoutez des débats sur ces questions, quand des Français, ils sont peu nombreux, parlent de créer un budget de la zone euro, les Allemands répondent pas d'augmentation du budget de l'Union européenne. Ça n'a rien à voir, on s'en fout totalement du budget de l'Union européenne. Il fait aujourd'hui 1 point de PIB, on le mettrait à 0,5, il ne se passe rien. En revanche, il faut un budget de la zone euro. Pourquoi? Parce que quand vous avez la même monnaie, vous avez les mêmes taux d'intérêt et les mêmes taux de change. Les gens pensent que la même monnaie, c'est d'avoir le même billet. On s'en fout, ça aussi, ça n'a aucune importance. À la limite, vous avez tous des pièces avec une face nationale. On pourrait avoir des billets avec une face nationale, on s'en fout. Le point clé, c'est même taux d'intérêt, même taux de change. Et c'est quand vous avez les mêmes taux d'intérêt, les mêmes taux de change, qu'il faut à ce moment-là un budget commun. Alors, si le passage par les États-Unis ou par la Chine ne vous satisfait pas, en France, il y a 22 régions métropolitaines. Alors, c'est toujours désagréable à entendre, mais il y a des régions qui bossent et des régions qui ne bossent pas. Alors, contrairement à ce qu'on s'imagine, par exemple, le bassin parisien est un moteur de la France, comme le bassin lyonnais, comme la Vendée. Je ne dis pas ça parce qu'on est en Vendée, mais il se trouve que la Vendée est souvent cité un exemple en dehors de la Vendée. Donc le bassin parisien, c'est très peu su, c'est 29% du PIB de la France et seulement 22% de ses revenus. En réalité, le bassin parisien, c'est une colossale machine à produire des richesses qui sont réparties sur le reste du territoire par le système de protection sociale. D'ailleurs, peut-être que quand vous avez des Parisiens 75 qui arrivent ici, vous dites hein, « Barigo, tête de veau, arrête de nous emmerder avec ta bagnole de 75 ». À partir du moment où vous savez que maintenant, une grande partie des retraites versées dans l'arc atlantique sont payées par des gens qui bossent dans le bassin parisien, peut-être que vous serez plus gentil avec les Parisiens quand ils passent par la Vendée. Et donc, c'est pareil pour le Grand Lyon. Et le Grand Paris et le Grand Lyon sont des grands moteurs économiques. La Vendée a un appareil de production extrêmement développé.
Vous avez des départements proches de la Vendée qui ont des... Si on faisait une balance courante des échanges de la Vendée, elle serait fortement excédentaire. Et vous avez près de chez vous des départements qui ont des énormes déficits. Sans parler de la Corse, qui par exemple vit à 80% de transfert du continent. Moi par exemple, j'adore la Corse aussi. Mais si un jour j'étais au pouvoir et que les Corses me disent faisons l'indépendance, je ferai d'ailleurs la même chose avec la Martinique et la Guadeloupe, je dis on fait un référendum dimanche. Et puis alors, si vous voulez la prendre, l'indépendance, mais allez-y. Et d'ailleurs, vous seriez extrêmement surpris de voir que 85% des Corses, d'après tous les sondages, ils ne veulent pas partir. Parce qu'ils ont très bien compris ce qui se passe. Donc, vous voyez que quand on commence à dire les choses, ça calme tout de suite. Et donc, nous, on n'a pas de gouvernement économique, on n'a pas de budget, mais alors ça ne suffit pas, et on a rajouté la concurrence fiscale et sociale. Alors vous pourriez dire, mais de quoi il parle ? Je vais vous citer une chose que vous avez vue sur le net, si vous n'avez pas écouté pas plus que ça à la radio ou à la télé, et il n'y en a pas beaucoup parlé à la radio ou à la télé d'ailleurs. Mais quand en novembre 2010, il y a exactement un an, on a apporté 85 milliards d'euros à l'Irlande, on n'a pas réussi à obtenir qu'elle relève son taux d'impôt sur les sociétés qui est actuellement à 12,5% et qui fait directement concurrence à la France et à l'Allemagne, avec pour objectif d'attirer en Irlande les entreprises qui sont sur notre territoire. Et donc, in fine, on a fait quoi ? On leur a donné 85 milliards d'euros pour qu'ils continuent de nous faire concurrence avec un taux d'IS à 12,5%. Il n'y a pas eu de grand débat là-dessus, hein ? Non, vous ne vous souvenez pas. Beaucoup moins que pour la fermeture du nucléaire ou pour savoir qui va être l'entraîneur de l'équipe de France de foot. C'est pas que les gouvernements français et allemands n'ont pas essayé de changer ça, mais ils en ont été empêchés par quoi ? Parce que dans le traité de Maastricht, il est écrit à la demande des Anglais que la coordination fiscale et sociale se fait à l'unanimité. Et je peux vous dire que quand les Anglais ont demandé ça dans le traité de Maastricht, ils avaient les yeux ouverts, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et que quand, par ailleurs, malgré tout, comme la France et l'Allemagne, parce que c'est essentiellement nous qui avons payé, la France d'ailleurs empruntant l'argent qu'elle reprêtait à l'Irlande, puisque nous on est en déficit. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prête à la Grèce, au Portugal ou à l'Irlande, en réalité, parce que j'ai parfois des étudiants ou des journalistes qui m'appellent en disant « mais là, on apporte 15 milliards à l'Irlande, là, mais en fait, il sort d'où l'argent parce qu'il y a un déficit ?» J'ai dit « on l'emprunte. » Ah oui, on emprunte pour... voilà, oui. On emprunte pour reprêter à l'Irlande, au Portugal et à la Grèce, puisqu'on est en déficit. Donc, quand on a emprunté pour prêter à l'Irlande, c'était pour qu'ils continuent de nous faire la concurrence fiscale et sociale. Et puis en plus, nous, on est plus près de l'Irlande que l'Allemagne. Et donc la France et l'Allemagne ont quand même essayé de faire bouger les Irlandais. On leur a pas demandé de monter leur taux d'IS à 25 ou 30%, mais on leur a dit vous pourriez au moins le mettre à 15 ou à 17,5%. Les Irlandais ont dit non, ils ont dit c'est un élément de notre compétitivité fiscale. Alors, ça, on est d'accord. Et qu'est-ce qui a empêché la France et l'Allemagne d'exiger, parce que les circonstances auraient pu nous permettre d'exiger ? C'est la Commission européenne. Donc ça, c'est la réalité. Voilà. Alors si vous êtes anti-européen, ça doit vous satisfaire, mais pour moi, comme je vous ai dit que j'étais fédéraliste européen, je considère que, quand je suis poli, on est dans une Europe ventre mou du monde. Si je suis moins poli à un moment donné, je vous dirai autre chose, mais c'est pas agréable pour les Européens. Alors on pourrait se dire, on n'a pas de gouvernement économique, on va écouter les Allemands, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Il faut mettre en place une gouvernance. Mais c'est quoi la gouvernance allemande ? C'est tu fais plus de 3% de déficit, mais vous suivez l'actualité, je n'invente à 0%. Tout ce que je dis, c'est des demandes de l'Allemagne et des Pays-Bas qui sont sur ce sujet encore plus allemands que les Allemands.
Il y a des demandes actuelles. Il y a eu un congrès de la CDU lundi, cette semaine. Pas en 1960. Lundi, en novembre 2011. Il y a 5 jours. Ce qui est demandé, c'est qu'à l'avenir, il y ait une nouvelle modification des traités européens, de telle sorte que demain, tu fais 3,01 de déficit, eh bien, on met en place un commissaire européen chargé du maintien de l'ordre, de la discipline budgétaire, c'est son nom. Et si un pays ne respecte pas à l'avenir les limites, le commissaire européen prend le pouvoir dans le pays. C'est ce qui est proposé actuellement. Et ça s'appelle de la gouvernance punitive. Ça n'a rien à voir avec un gouvernement économique. Alors on pourrait se dire, bon, bah écoutez, le gouvernement économique, c'est très compliqué. Au moins, on va se mettre d'accord, on a fait l'euro, on l'a, on va au moins faire une politique de change. Mais il n'y a même pas de politique de change. Pourquoi ? Parce que si vous prenez les États-Unis, la politique de change, elle est faite par qui ? Par le secrétaire au Trésor américain. Et il n'y en a qu'un pour les 50 États. Donc il donne des instructions, ou en tout cas il se met d'accord avec la Réserve fédérale qui met en œuvre la politique de change. Alors nous, quand on a une banque centrale, il y a combien de secrétaires au Trésor en face ? Pour l'instant, il y en a 17. Mais il y en a notamment 2, le français et l'allemand. Ils voudraient bien se mettre d'accord. Le problème, c'est qu'ils sont représentants de 2 économies totalement divergentes. L'économie allemande, elle est bien avec un euro à 1,40 $, 1,50 $. Et la France, elle est bien avec un euro à 1,10 $. Alors on donne quoi comme instruction à la BCE ? Ben, on ne donne pas d'instruction. Donc il n'y a pas de politique de change. Alors on pourrait se dire, mais bon, ok, tout ça c'est très compliqué. Donc on va mettre au moins des politiques stratégiques en place. L'énergie. On a évidemment été beaucoup consulté par Mme Merkel quand elle a décidé la sortie du nucléaire, comme vous le savez. Bon, ça c'est vraiment compliqué. Alors on va passer à un sujet qui est... On part d'une page blanche, c'est l'espace. On a décidé de lancer un système qui s'appelle Galileo. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est l'équivalent du GPS. On en a parlé pendant 10 ans, on s'est mis d'accord il y a 7 ans. Galileo a pris 5 ans de retard. À tel point qu'on risque de perdre les fréquences d'émission de Galileo. Les Chinois sont à l'affût. Alors les Chinois qui ne respectent aucune règle, là, il existe des règles de l'espace aérien mondial qui disent que si on n'utilise pas ces fréquences au bout d'un certain nombre d'années, quand elles vous ont été données, elles peuvent être reprises par quelqu'un d'autre. Et là, les Chinois, ils nous disent, attendez, si vous ne lancez pas les satellites, on va reprendre les fréquences qui ont été réservées pour Galileo. Ah, ça, c'est l'Europe. Donc, on pourrait se dire, non, mais il y a au moins un projet phare dans l'Europe, c'est la zone euro. Au moins, ça marche. En plus, tous les saint Thomas de la salle, ils peuvent sortir les billets et dire, ça existe. Alors, les économistes se posent toujours une question quand on parle d'une zone monétaire. Question un peu basique, est-ce que c'est une zone monétaire optimale ? Ça veut dire, est-ce que ça a les conditions pour que ça marche ? C'est comme si on vous disait, voilà, on vient de faire une nouvelle voiture avec un moteur à hydrogène. Bon, il y a déjà des voitures avec moteur à hydrogène qui existent, mais ça c'est un nouveau procédé où vous injectez directement de l'air avec un tuyau de chez vous, hein, et la voiture marche. Vous diriez, bon, on a des preuves, ça a déjà marché. Donc c'est ce que font les économistes. Et alors les économistes vous disent, pour qu'une zone monétaire réussisse, elle doit bénéficier d'une forte mobilité du capital et du travail, elle doit bénéficier d'une coordination économique et d'un mécanisme de redistribution. Coordination économique, c'est le gouvernement économique, mécanisme de redistribution, c'est le budget, et une forte mobilité du capital et du travail. Forte mobilité du capital et du travail en Europe, à partir du moment où il y a une réapparition de primes de risque, ça veut dire qu'il n'y a plus de mobilité de capital.
Pourquoi aujourd'hui la France a vu sa prime de risque augmenter massivement par rapport à l'Allemagne? Eh bien, c'est parce que les Allemands qui ont des excédents extérieurs reprêtaient au sud. Ils ont arrêté de prêter, donc il n'y a plus de mobilité. Est-ce qu'il y a une mobilité du travail? Bon, il y a des problèmes de langue et des problèmes de portabilité des droits sociaux qui font que la mobilité du travail est limitée. Est-ce qu'il y a une coordination économique? Aucune. Est-ce qu'il y a un mécanisme de redistribution? À l'intérieur de la zone euro, le budget est de 0. Ensuite, les questions qu'on pose, c'est pour qu'une zone réussisse, il faudrait au moins que les pays membres partagent les mêmes préférences. Alors c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'au moment même, alors je signale qu'on négocie le traité de Maastricht en décembre 91, on le fait approuver en France en septembre 92. Donc en juin 97, M. Jospin approuve le pacte de stabilité et de croissance, et à l'automne 1997, on met en place les 35 heures, au moment même où les Allemands mettent en place leur programme Standard Deutschland, qui est un programme visant à reconstruire une industrie compétitive en Allemagne. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir si c'était cohérent de faire et l'euro et les 35 heures? Et est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir si la France, se dotant du même euro que les Allemands, pouvait faire les 35 heures qui étaient quand même au-delà de la transformation de l'organisation industrielle et économique que ça appelait? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir si le faire les 35 heures, c'était d'une certaine façon proclamer la fin du travail et proclamer le fait qu'on entrait dans une économie post-industrielle, post-travail, au moment même où les Allemands lançaient un programme de reconstruction de leur appareil de production, avec gel des salaires pour 10 ans, en contrepartie du développement de l'emploi en Allemagne et des investissements massifs dans les industries allemandes. Est-ce que quelqu'un s'est dit, attention, on se dote de la même monnaie que ces Zoulous-là? Parce qu'on peut peut-être considérer éventuellement que les Allemands sont cinglés de faire ça. Mais est-ce que c'est raisonnable, si nous on pense qu'il faut faire les 35 heures et devenir les champions mondiaux de la RTT, ce qui est après tout un record enviable, mais est-ce que c'est raisonnable de faire ça au même moment où on se lie avec des gens qui font l'inverse? Et c'est ça le problème. Si on avait fait les 35 heures en gardant le franc, eh ben on aurait pu continuer de faire ce qu'on a fait toujours, d'évaluer. Mais à partir du moment où vous vous dotez de la même monnaie que les Allemands, ça veut dire que vous devez avancer au même pas que les Allemands. Point. Tout le monde est capable de comprendre ça, parce que moi je peux aussi vous faire, parce que je fais des cours d'économie monétaire, je peux vous faire des cours avec des équations et c'est très compliqué. Et à la fin vous vous dites je comprends rien, donc je vais laisser les autres décider. Moi je préfère que les gens comprennent, et donc là je pense que c'est quand même assez compréhensible de se dire que si vous voulez faire la même monnaie que les autres, et qu'alors que les autres décident de tout miser sur la compétitivité et sur l'investissement, et que vous misez tout sur la consommation et les loisirs, à un moment donné, il y aura un problème. Et donc, il ne fallait pas s'étonner de la crise telle que nous la subissons aujourd'hui. Donc, par rapport aux conditions qui sont définies par les économistes pour disposer d'une zone monétaire optimale, la réalité, c'est que la zone euro n'a pas de coordination économique, pas de mécanisme de redistribution, et qu'elle est en train de mettre en place, au lieu d'un gouvernement économique, un régime de sanctions pour les États déficitaires. Tout le discours européen actuel porte sur un régime de sanctions pour les États déficitaires. Ça ne serait pas forcément stupide, parce que je suis contre le déficit. Ça ne serait pas forcément stupide d'avoir des sanctions très fortes contre les États déficitaires si vous aviez un budget fédéral de la zone. Parce que, par exemple, en ce moment, au même moment où l'Italie, l'Espagne et la France sont obligés de baisser leur déficit, et en tant que citoyen, je ne souhaite que ça, d'éliminer le déficit français. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en réalité? Il faudrait avoir un plan de relance au niveau de la zone euro pour faire des infrastructures au niveau de l'Europe. Mais vous comprenez bien que si vous coupez dans les pays du Sud sans avoir une relance de la zone, tout le monde va tomber dans le trou, y compris les Allemands. Et en réalité, on en est au point où c'est notre seule chance. C'est que les Allemands vont un jour prendre peur de voir ce qui se passe dans l'Europe du Sud.
Mais avoir construit des institutions qui sont basées sur le fait qu'à un moment donné, peut-être les Allemands vont prendre peur des conséquences de ce qu'ils exigent sur la gouvernance punitive, ça me semble très déraisonnable. Alors si la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, si on la dote d'une monnaie unique, comme je le disais, elle doit avoir les 3 ingrédients caractéristiques d'un État intégré, un gouvernement économique, un budget fédéral et un encadrement de la concurrence fiscale et sociale. Non seulement la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, elle n'a pas les 3 caractéristiques, mais en plus, et c'est là le cœur du problème, on assiste à une divergence des performances économiques entre 2 parties de l'Europe, l'une autour de l'Allemagne et l'autre autour de la France. Donc il faut que vous compreniez qu'il y a 2 sources des problèmes que nous avons aujourd'hui. Il y a d'une part, on a construit un euro auquel on a demandé de marcher sur l'eau, sans gouvernement économique, sans budget fédéral et sans coordination économique, l'euro marche sur l'eau. Donc sauf à penser que c'est le nouveau Dieu vivant, on peut se dire qu'à un moment donné, il risque de tomber au fond de la mer. Mais en plus, on a rajouté la divergence des politiques économiques au moment où on faisait l'euro. Donc en réalité, il n'y a qu'une question à poser sur l'euro, c'est par quel miracle ça a tenu aussi longtemps? Vous voyez? On change juste la question. Le miracle, il est simple, c'est qu'au départ, l'euro s'est effondré. Il a été créé à 1,19$ et en 2000, 2001, 2002, il était à 0,8$. Donc ça a boosté l'économie de l'Europe. Et au fond, dans cette période-là, on ne s'est pas posé de questions sur l'aspect raisonnable de la construction de l'euro. Et quand l'euro est remonté à partir de 2003, 2004, jusqu'en 2007, eh ben ça a freiné la conjoncture européenne, mais les Allemands s'en sont beaucoup mieux sortis parce qu'ils ont beaucoup fait appel aux productions intermédiaires en Europe centrale. Ils ont quasiment mis aujourd'hui la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie au service de l'économie allemande. Et donc toute l'économie à bas prix, elle est à leur porte. Ils la contrôlent totalement. Hein, si vous allez en Tchéquie aujourd'hui, hein, alors que l'allemand n'est pas exactement la langue mondiale, vous pouvez aller dans tous les hôtels et parler allemand. Vous n'avez aucun problème. Hein. Tout le monde parle allemand. Et donc, l'Allemagne n'a pas eu de problème lors de la remontée. La France a commencé à suffoquer un peu. Et quand la crise de 2008 est venue, bien, nous avons été largement frappés comme le reste de la zone sud. Alors, au fond du fond, qu'est-ce qu'on peut dire sur la crise dans laquelle nous sommes? La crise dans laquelle nous sommes, elle résulte du fait que, dans les faits, avant même la crise de 2008, il existait 2 zones euro. Une zone euro des pays du Sud, 5 pays, 193 millions d'habitants, France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, qui, il y a 12 à 15 ans, ont choisi d'asseoir leur développement économique sur un modèle de consommation tiré par une dépense à crédit. Dépenses publiques à crédit en France, dépenses privées à crédit en Espagne, mix des deux en Italie, au Portugal et en Grèce. Dans le même temps, les pays du Nord, 5 pays, 123 millions d'habitants, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche et la Finlande ont fait le choix d'asseoir tout leur modèle de développement sur la compétitivité. Et quand j'ai sorti la fin de l'euro, il y a 3 ans, c'était 6 mois avant la crise grecque. Alors c'est pas pour me vanter, mais on dit toujours les économistes prévoient rien. Donc pour une fois, la fin de l'euro est sortie au printemps 2009. Et au début, d'ailleurs, ça m'a coûté extrêmement cher. Les gens ont dit, mais il est complètement malade. En plus, j'étais connu comme un centriste, fédéraliste. J'ai travaillé avec Raymond Barre, avec Bayrou, quoi que vous en pensiez, avec Borloo, enfin tous ces gens centristes. Et donc le projet centriste, c'est un projet européen. Les gens ils disaient, mais il est malade ce type, qu'est-ce qu'il écrit la fin de l'euro, ça n'a pas de sens. Et simplement, je ne disais pas que je souhaitais la fin de l'euro, je disais, c'est parti pour la fin de l'euro. Et ce qui est très intéressant, là aussi, ce qui m'a intéressé, c'est
qu'au lieu de dire, bon bah écoutez, son analyse est quand même vachement intéressante, les différents éléments qu'il donne, parce que tout ce que je vous ai dit là, et c'était dans la fin de l'euro il y a 3 ans. C'était pas le sujet à la mode à l'époque. Les gens auraient pu dire, bon on va discuter l'analyse. Non, en France, il écrit la fin de l'euro, il est malade. Point. Ça, c'est le débat en France. Et vous avez 7 autres pays qui représentent une toute petite partie de la zone euro. Si vous prenez l'ensemble de la zone, en fait, la zone euro, c'est les pays du Sud. Alors, contrairement à ce qu'on pense, à force de subir le mépris de l'Allemagne et des pays du Nord, j'adore l'Allemagne aussi. Je ne fais qu'une analyse lucide et l'Allemagne nous méprise. Alors, le mépris allemand, il n'est pas seulement lié au fait que les Allemands n'ont pas une considération naturelle pour les gens du Sud, mais c'est un comportement qui est partagé par d'autres pays, y compris nous. Mais par ailleurs, les Allemands, il faut bien le voir, ont été extrêmement surpris de la façon dont la France a géré ses affaires. Parce que ce qu'on a oublié aujourd'hui, c'est qu'il y a 15 ans, la France avait un excédent de balance courante et nous avions une dette qui était inférieur à 60 points de PIB. Et il y a 15 ans, le pays qu'on décrivait comme l'homme malade de l'Europe, c'était l'Allemagne. Et les Allemands ont regardé les Français, mais le monde entier a regardé les Français au cours des 15 dernières années en étant totalement ébahis sur le thème « Comment un pays s'organise pour se détruire lui-même de cette façon-là ». C'est quoi une fonction de production ? Pour une entreprise comme pour un pays, c'est comment on produit avec quels ingrédients. C'est quoi les ingrédients de la fonction de production ? C'est le capital et le travail. Et il faut du bon management appliqué au capital et au travail avec des innovations. Mais produire, c'est travailler avec du capital et du travail. Le capital, on a mis en place un impôt sur la fortune qui a fait fuir un très grand nombre d'entrepreneurs. Le travail, on a déclaré en 97-98 que c'était la fin du travail. Nous avons en fait réalisé une expérience de laboratoire unique au monde, consistant à se dire, on prend un pays relativement en bonne santé et on casse tous les ingrédients de la croissance. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je dois vous dire que cette expérience de laboratoire est une réussite totale. Nous avons réussi à casser la croissance française. Donc, il faudrait le dire parce qu'on pense toujours que dans nos processus politiques et collectifs, on n'est pas bon. Mais on a été exceptionnel. On a voulu casser les ingrédients de la croissance, c'est une réussite totale. Mais malgré ça, les pays du Sud, donc, ils font quand même 60%, 58,5% de la population et encore pour l'instant, plus de la moitié du PIB. Et les pays du Nord, c'est simplement un gros tiers de la population et 42% du PIB. Mais si c'est le Nord qui donne le là, c'est parce que nous avons pris des décisions. Pour des Allemands, ils n'ont rien compris. Et moi qui travaille avec eux dans le cadre du Conseil d'analyse économique et d'autres conseils depuis exactement 2000, c'est-à-dire depuis 11 ans, j'ai vu physiquement le regard des Allemands changer sur nous. En 2000, nous étions des partenaires. Aujourd'hui, nous sommes des pantins. Il faut que vous ayez conscience de ça si vous ne retenez qu'une chose de cet après-midi, c'est que le monde entier nous regarde, pas seulement les Allemands. Les Canadiens, l'un de vous me le disait au déjeuner. Mais les Chinois qui viennent en France, les Japonais qui viennent en France, ils ne comprennent pas, quoi. Comment on peut casser un pays à partir de préjugés et de fausses idées. Alors on pourrait se dire c'est fini. Comme je le disais, indépendamment de vos options politiques, moi j'étais plutôt rocardien pendant très longtemps, donc je n'étais pas à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Mais imaginez que la France, ce soit une entreprise, et que le patron potentiel d'une entreprise qui est de facto en faillite. Et le patron potentiel pour mai 2012, qui est au sommet des sondages, il arrive dans la boîte et il dit alors quels sont les problèmes de cette boîte ?
Énorme déficit public, trop de personnel public, j'en rajoute 60 000. Il y a une ligne de production qui marche dans ce foutu merdier, là. Le nucléaire, on ferme. Vous garderiez vos actions dans cette boîte ? François Hollande, que je connais, qui est un mec très bien d'ailleurs. Quel avenir pour la zone euro ? C'est clair. J'ai publié ça dans des articles dans Le Monde en juillet et en octobre. Soit les pays membres de la zone se dotent des 3 caractéristiques d'une zone unique, c'est-à-dire qu'on fédéralise la zone. Mais pas fédéralisation, parce que je sais que tout le monde n'est pas fédéraliste. Donc on parle d'une fédéralisation, puisqu'on a fait une fédéralisation monétaire, ça serait peut-être pas idiot de faire une fédéralisation budgétaire et au moins se doter d'un gouvernement économique pour pouvoir piloter la politique de change. Donc soit on arrête tout, soit on se donne des ingrédients pour réussir. Donc soit on fédéralise, soit ça se casse. Et quand j'ai écrit ça il y a 3 ans, on m'a pris pour un cinglé. Et aujourd'hui, la réponse, c'est que ça peut arriver la semaine prochaine. C'est-à-dire que soit on fédéralise, soit ça se casse. Donc soit on fédéralise en mettant en place un budget fédéral de la zone, pas de l'Union européenne, de la zone. Soit on met en place, avec le budget fédéral, un secrétaire d'État de la zone, chargé du trésor de la zone, capable d'être l'alter ego du gouverneur de la Banque centrale pour déterminer une politique de change de la zone. Et on interdit la concurrence fiscale et sociale dans la zone, avec par exemple des minima sur la fiscalité. Dire que par exemple à l'intérieur de la zone, on ne puisse pas mettre le taux de fiscalité de l'épargne et le taux de fiscalité des sociétés en dessous de 20%, c'est ni ultra-libéral, ni ultra-gauchiste, c'est quand même un minimum. Si on prétend travailler ensemble et avoir un budget ensemble et la même monnaie, c'est le minimum. Donc soit on est capable de faire ça, il faudrait le faire ce week-end, parce que la crise, elle a frappé cette semaine. 200 points d'écart sur la dette française par rapport à l'Allemagne. On est dans la crise. On a déjà perdu le contrôle de la situation. Donc si on était dans un contexte normal, il devrait y avoir un Conseil européen de crise demain pour décider avant lundi la réouverture des marchés. Il n'a pas été annoncé, à ma connaissance. J'étais dans le train ce matin. Est-ce qu'on a annoncé un Conseil européen d'urgence pour demain ? Donc, on devrait avoir un Conseil européen qui détermine les ingrédients nécessaires pour faire partie de cette zone monétaire et budgétaire fédérale. Et c'est là où je rajoute un élément clé que j'ai mis dans cet article du Monde qui est paru il y a 3 semaines, que vous pouvez aller voir sur le net. On n'est pas obligé de fédéraliser à 17. Si ce n'était pas enregistré, je dirais on n'est pas obligé d'être con. Compte tenu du comportement des Irlandais, il faut leur dire, bon, c'est 20% sur le taux d'IS minimum et sur le taux de fiscalité de l'épargne, c'est oui ou non. Si c'est non, vous êtes dehors. On pourrait dire aux Finlandais, alors qu'on était en train de négocier avec la Grèce, non pas que la Grèce soit exemplaire, mais à un moment donné, on était en train de négocier avec la Grèce. On faisait un chèque à la Grèce, c'est extrêmement désagréable pour tout le monde. Et eux, ils ont dit, oui, mais nous, on voudrait des garanties spéciales. Finlande, dehors. La Slovaquie, ils ont fini par voter, mais pendant quelques jours, ils nous ont fait... sur le Fonds européen de stabilité. Le Fonds européen de stabilité, c'est pas parfait non plus, mais on était tous passés. Sauf la Slovaquie. Il a fallu que, d'ailleurs, son Premier ministre se suicide politiquement pour que la mesure passe. Mais il y avait une opposition en Slovaquie qui refusait le vote du lancement du Fonds de stabilité européen. Slovaquie dehors. Voilà, il y a des moments... il y a des règles pour faire partie d'un club. Tu ne respectes pas les règles, dehors. Voilà, on n'a rien contre les Slovaques, on n'a rien contre les Irlandais, on n'a strictement rien contre les Finlandais.
tu ne respectes pas les règles dehors. On attend les hommes politiques et les femmes politiques en Europe qui disent les choses simplement, c'est tout. Et qui fixent des règles de comportement qui fassent qu'il n'y ait pas de concurrence fiscale et sociale à l'intérieur de l'Europe. Qu'on mette en place un budget de la zone. Alors un budget de la zone, ce n'est pas 50 points de PIB, c'est 2-3 points de PIB au départ. On peut financer des infrastructures, on peut financer des universités, on peut financer des centres de recherche, on peut amorcer une industrie de défense européenne, voilà, 2-3 points de PIB, peut-être qu'après ça monte à 4-5 points de PIB. Il n'y a pas besoin que ça monte beaucoup plus d'ailleurs, c'est suffisant pour mettre en place un levier d'action commun. Pas d'accord, cassure. Cassure parce qu'on ne pourra pas maintenir ensemble l'Europe du Nord et l'Europe du Sud compte tenu de la divergence des modèles. Et cette cassure, c'est ce que le marché vient de comprendre. La montée de la prime de risque sur la dette française, c'est la pré-annonce de la cassure. Donc on est en temps réel là. Donc si dans les mois qui viennent, si ce n'est les semaines qui viennent, si ce n'est les jours qui viennent, il n'y a pas de clarification sur la fédéralisation de la zone, avec une clarification sur le périmètre, j'ai proposé qu'on lance une fédération à 9, parce que quitte à fédérer, autant le faire sur justement ce que je vous disais, la base de valeurs et d'intérêts stratégiques dans le temps. On observe que, par exemple, la France, l'Allemagne, le Benelux, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne et le Portugal ont toujours joué le jeu de la communauté européenne puis de l'Union européenne. Si vous prenez ces 9 pays ensemble, ça fait 92% du PIB de la zone euro. Et si on fédéralise ces 9 pays, on fait instantanément apparaître la deuxième puissance économique du monde et la première puissance industrielle du monde. On a une mine d'or sous le parquet. La question, c'est est-ce qu'on est capable de donner le premier coup de pioche ? C'est d'ailleurs important pour vous que vous le sachiez en termes d'éléments d'analyse, parce qu'on pourrait être dans la situation d'Haïti. On n'est pas dans la situation d'Haïti. D'ailleurs, quand on va chercher les Chinois pour financer nos déficits en Europe, c'est honteux. Collectivement, l'Union, même à 17, elle a un excédent extérieur. Aller chercher les Chinois pour financer nos dettes, il faut être cinglé pour faire ça. C'est honteux en plus. Et cinglé et honteux. Pourquoi cinglé ? Puisqu'on sait que les Chinois ne respectent pas les règles du commerce international. C'est le loup dans les échanges mondiaux. Et que nous sommes un ensemble européen ouvert à la concurrence mondiale sans réciprocité. Nous sommes les agneaux. Et alors on a créé une monnaie unique qui est un mauvais gâteau. Mais il est bien épais, bien dur. Alors on a un couteau, mais on n'arrive pas à couper le gâteau. Et les 17 agneaux sont allés voir le loup chinois en lui disant « Vous ne voulez pas venir chez nous pour couper le gâteau ?» Et vous savez pourquoi les Chinois ont dit non ? C'est parce qu'ils n'ont pas cru qu'on pouvait être cons à ce point. Ils se sont dit, il y a quelqu'un qui nous attend avec un fusil, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce que les Chinois n'ont pas encore compris, c'est que personne ne les attend avec un fusil. C'est-à-dire que les agneaux européens voulaient vraiment que le loup chinois vienne couper le gâteau. On lui aurait donné un gros couteau pour couper le gâteau. Ils ont d'ailleurs commencé en Grèce à racheter le port du Pirée et ils sont prêts à racheter tout ce qui bouge, y compris la Vendée. Ça ne leur posera pas de problème. Et les gens courageux qui bossent, ça leur plaît, ça. Donc, voilà la situation. Alors évidemment, c'est toujours désagréable de dire ça. Alors il y a toujours des gens qui disent « Ah ben il est pessimiste ». Je ne suis pas du tout pessimiste, tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. C'est la situation telle qu'elle est, il n'y a rien de pessimiste là-dedans. Au contraire, c'est très optimiste, puisque je suis en train de vous dire on a une mine d'or sous le parquet. Donc on attend à fédéraliser. Je vous dis, on attend la fédéralisation. Je vous dis, on n'est pas obligé de fédéraliser à 17, on n'est pas obligé d'être stupide. On peut fédéraliser à 9, toutes les forces sont dans ces 9. Instantanément, on est avec un excédent extérieur significatif. Alors là, je peux vous garantir que le dollar a des problèmes à se faire, a des soucis à se faire. Parce que je peux vous dire qu'à ce moment-là, si on fédéralise à 9, le monde entier achète cette monnaie. Alors nous, ça nous posera des problèmes parce qu'on risque d'aller rapidement à 1,80 $, 2 $. Mais je vous garantis qu'on n'aura plus de crise de l'euro. Alors, dans ce contexte,
qu'est-ce qu'on peut dire sur la crise des finances publiques de la France dans les 20 minutes qui restent? La dette publique française a atteint 78 points de PIB fin 2009, alors qu'elle n'était que de 64% de PIB fin 2007, mais ce qui veut aussi dire qu'elle était déjà à 64 points de PIB fin 2007. Au milieu des années 90, on était plutôt à 50%. Quant au déficit pour 2010, il a été de 7% et le déficit 2011 est anticipé à 5,7%. Et vous voyez comment on se bat pour rester à 5,7%. Je préférerais qu'on se batte pour rester à 0,7%, mais on se bat pour rester à 5,7%. Et le gouvernement vient de mettre en œuvre 2 plans d'ajustement pour que le déficit 2012 reste à 4,5%. 4,5%. 2 plans restent, c'est pas pour rétablir l'équilibre, c'est pour rester à 4,5% de déficit. L'Italie fait mieux. L'Italie, l'année prochaine, est à 1 point de déficit. On se moque des Italiens. Ils sont à 1 point. Et les Allemands seront à 1,5. Et pour 2013, on a promis de redescendre en dessous de 3% de déficit. En 2013. Alors que la crise est en train de nous engouffrer tous. En réalité, si on devait agir aujourd'hui, il faudrait diviser le déficit public tout de suite. Alors ça serait très désagréable. Et ça serait la seule chose dans l'intérêt du pays. Il faudrait le faire en s'attaquant notamment à la dépense publique. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est un méchant, lui, il va s'attaquer à la dépense publique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la dépense publique? En 2010, les dépenses publiques ont atteint 56,6 points du PIB en France, contre 49,6 dans la zone euro hors France, soit un écart de 7 points de PIB. Nous avons le record de la dépense publique dans la zone euro. Et alors ça s'est amélioré en 2011, puisque nous sommes passés d'un écart de 7 à un écart de 8. Nous avons creusé l'écart. Les autres n'arrivent plus à nous suivre. Et nous nous assurons, par la multiplication de structures administratives, qu'ils ne puissent en aucun cas nous rattraper. Et en cas de doute, on a annoncé que, évidemment, il y a eu une réforme courageuse des retraites en 2010, tout à fait extraordinaire dans le contexte français, mais ce n'était que la moitié de ce qu'il faudrait faire, et évidemment, j'ai oublié de dire que celui qui avait repris l'entreprise, là, qui se proposait de reprendre l'entreprise en fermant les lignes d'activité qui fonctionnaient et en augmentant le nombre de fonctionnaires, il a dit aussi qu'il ramenait la retraite à 60 ans. Il va pas falloir se tromper en avril et en mai, hein, parce qu'il ne faudra pas se plaindre au mois de juin l'année prochaine. Hein. Donc, heureusement, nous avons Madame Joly, et donc vous pourrez la mettre en place par un vote massif dès le mois d'avril. Et donc, un écart de dépenses publiques qui passe à 8 points de PIB. Alors, je ne suis pas non plus un économiste ultralibéral et je vais vous tenir un discours assez stupéfiant. Nous avons donc un écart de dépenses publiques de 8 points de PIB cette année par rapport aux autres. Si avec 8 points de PIB d'écart, tous les enfants de France savaient à 18 ans lire, écrire et compter, parler 2 langues étrangères, avec une formation parfaite, de telle sorte que la moitié d'entre eux aillent au niveau de la licence et un quart au master, et que tous trouvent un boulot immédiatement. Si, dans le même temps, il y avait 0 insécurité sur le territoire, si tous les mois d'octobre et de novembre, la seule question qu'on se posait en France, c'est combien on va avoir de prix Nobel. Si nous avions une croissance économique à la chinoise, moi, 56 points de PIB de dépenses publiques, j'ai rien à dire. Ça veut dire qu'on a inventé un modèle spécifique à la France, avec une dépense publique extrêmement efficace, qui produit un système d'une prodigieuse qualité. Le problème, c'est que 56 points de dépenses publiques, c'est avec 20% des enfants qui sortent de l'école primaire sans savoir simultanément lire, écrire et compter, un taux de chômage des jeunes qui est un des plus élevés d'Europe,
un taux de chômage tout court qui est très élevé et qui va continuer d'augmenter, un niveau d'insécurité qui est non négligeable, une situation de notre recherche scientifique et de notre système d'innovation et un développement de nos entreprises qui n'assure pas ce qui est nécessaire pour payer toutes les ambitions de la France. Par exemple, chacun son opinion. Mais moi, j'étais favorable à l'intervention de la France en Libye. Et d'ailleurs, c'est une des rares fois où on a réussi notre coup avec les Anglais. C'est à noter. Hein. Faire un truc avec les Anglais et réussir son coup, c'est admirable de capacité gouvernementale. Ça nous a coûté 1 milliard d'euros. Peanuts. Très bien. Parfait sur l'ensemble de l'exercice. Si ce n'est que c'est 1 milliard d'euros qu'on a emprunté. Donc on ne va pas rester encore longtemps une puissance militaire, même moyenne, capable d'intervenir dans le contexte méditerranéen, avec des niveaux de déficit et des niveaux de croissance qui sont les nôtres. Donc soit on redynamise notre économie, soit il va falloir sacrément baisser notre caquet. Donc on est à un moment où les Anglais appellent ça un defining point. C'est un moment où il faut s'interroger sur soi-même pour se dire qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Ça arrive dans la vie des êtres humains, chacun d'entre vous, hommes et femmes, ça vous est arrivé certainement 2-3 fois dans votre vie, c'est à peu près le tarif. Quand on a 60 balais, il y a eu au moins 2 ou 3 fois dans sa vie où on a dû s'interroger sur qui suis-je, où gère, où vais-je. Et à ce moment-là, il vaut mieux prendre les bonnes décisions que les mauvaises, n'est-ce pas ? Je vois monsieur qui sourit, donc ça doit lui évoquer les souvenirs. Donc moi, ça m'est arrivé comme aux autres. Donc c'est en train d'arriver à la France aujourd'hui. Donc il faut qu'on prenne... Il faut d'abord qu'on regarde les choses avec une grande lucidité et qu'on décide ce qu'on veut faire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ce déficit ? Il se trouve que les économistes ont étudié les 50 plans d'ajustement qui ont été menés par les principaux pays développés au cours des 40 dernières années pour essayer de déterminer quelles sont les conditions de réussite des plans d'ajustement. Des pays qui avaient des problèmes exactement comme les nôtres. À un moment donné, vous avez un excès de déficit, une économie qui n'est pas assez solide, qu'est-ce qu'il faut faire pour la développer ? Et ils ont déterminé 2 conditions de réussite. Alors on peut dire, évidemment à la française, ce que 40 pays ont fait pendant 50 ans, nous, on va inventer une solution à la française, forcément. On est tellement plus malin. Mais néanmoins, comme on est en Vendée et que vous êtes des gens plutôt réalistes et qui vous plutôt près du terrain, je vous donne comme info ce que les économistes ont tiré de ces observations. Première observation, si on doit réduire le déficit en urgence, il vaut mieux le faire par une baisse de la dépense que par une hausse des impôts. Pourquoi ? Parce que qui paye les impôts ? Alors je vais vous dire un truc horrible. Qui paye les impôts, c'est quand même plutôt globalement les gens qui bossent. Ou qui ont un patrimoine à gérer. Alors évidemment en France, des gens qui bossent, des gens qui ont un patrimoine, ou des gens qui bossent avec un patrimoine, évidemment, si on peut leur en coller plein la gueule, on va le faire. Mais à l'étranger, on dit plutôt ne pas toucher les gens qui bossent ou qui ont un patrimoine si on veut relever le pays. Surprenant, mais c'est un des enseignements qu'on a observés dans les autres pays. Deuxième chose, et donc quand vous baissez les dépenses, forcément, vous baissez les dépenses, surtout si vous le faites en ne touchant pas aux investissements. Or, sur les 56 points de dépenses publiques, il y a 3 points d'investissement public. Donc, est-ce qu'a priori, il y a une chance qu'on puisse trouver des économies à faire sur 53 points de PIB de dépenses publiques hors investissement ? Bon, il y a beaucoup de gens qui vous disent, non seulement il n'y a aucune possibilité d'économie, mais en fait, il faut dépenser plus. Donc ça, c'est une possibilité. Mais un président de conseil général socialiste dans le monde, cette semaine,
qui a dit que sur les 120 milliards d'euros dépensés par les collectivités locales, on pouvait en couper 15 sans problème. Alors si c'est un président de conseil général socialiste dans le monde, c'est que c'est vrai. Donc ça fait déjà 15 milliards d'économies. C'est pas moi qui le dis. Ensuite, vous prenez la santé. Je fais partie d'un cercle qui s'appelle le Cercle de Santé, qui organise des colloques annuels qui se passent à Chamonix. Et ce cercle est dirigé par de très grands chirurgiens, de très grands médecins. Et j'ai posé la question à ces gens-là, et je leur ai dit, mais si demain, il faut trouver 10 milliards sur la santé, est-ce qu'on peut, sans réduire les soins aux Français? Ils m'ont dit 10 milliards, oui, aucun problème. Ça fait 25. Est-ce qu'on peut trouver, malgré la RGPP qui a déjà totalement réduit la taille de l'État, encore 5 milliards dans les dépenses de l'État? Sans problème, on est à 30. Vous enlevez 30 milliards au déficit public français. L'année prochaine, au lieu d'être à 4,5, on est déjà à 3. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut vraiment attaquer le problème par la baisse de la dépense? La deuxième condition de réussite d'un plan d'ajustement, c'est de pouvoir dévaluer. C'est rendu impossible dans la zone euro. Ceci étant, j'en reviens à ce que je disais sur une résolution de la crise de la zone euro. Fédéralisation ou éclatement en deux zones. Comment pourrait se passer l'éclatement? Il y a deux façons d'imaginer l'éclatement de la zone euro. Non pas que je le souhaite, une fois de plus. Moi, je suis favorable à une fédéralisation à 9. Voilà, je le redis pour la énième fois. Mais si l'éclatement doit arriver, comment peut-on l'imaginer? Et ça peut être parce qu'à un moment donné, l'Allemagne expulse les pays du Sud. Au passage, d'ailleurs, sachez qu'il y a un risque majeur qui est très peu identifié. C'est que les Allemands expulsent les Italiens et les Espagnols, mais pas les Français. Pourquoi? Parce que les Allemands ont peur, pour des raisons historiques, voilà, profondeur de l'histoire, il faut le savoir, d'une Europe allemande. Et donc, ils préféreraient transformer les Français en toutous allemands, chien-chien, là, en nous gardant dans la zone euro. Alors évidemment, pour les hauts fonctionnaires de Bercy, être les seuls à rester dans le sein des saints avec la seule Allemagne, et de voir l'Italie et l'Espagne dériver, quel bonheur. Mais ça, c'est la mort de la Vendée. Parce que si on fait ça, c'est 1 euro à 2 $ en quelques mois. Donc soyez très vigilants. S'il doit y avoir une cassure de la zone euro, la France doit coller à l'Italie. Parce que l'Italie, c'est la compétition, c'est le vrai compétiteur de la France. Et d'ailleurs, on n'est pas seulement dans une conférence ici, vous êtes tous des leaders d'opinion. Vous avez des députés qui viennent vous voir de temps en temps, vous pouvez aller les trouver. Vous avez des sénateurs. N'hésitez pas à aller les voir en leur disant il y a une crise très grave de la zone euro. Vous allez leur apporter plein d'informations qu'ils n'ont pas. Et vous leur dites, mais s'il y a une cassure de la zone euro, il est essentiel que la France ne soit jamais séparée de l'Italie. On dira bon. Pourquoi? Parce qu'en Italie du Nord, vous avez un secteur industriel ultra compétitif, un des plus compétitifs au monde. Et je vous garantis que si on se coupe de l'Italie, ils viendront vous nettoyer ici. Il ne vous restera plus rien. Ni machinisme agricole, ni tout ce qui est cuir, chaussures, tout ça, vêtements, tout disparaît. Donc, ne nous coupons pas de l'Italie. Et si à un moment donné, l'Allemagne nous dit « expulsons l'Italie et l'Espagne », il faut que nous ayons l'intelligence, pas une question de courage, c'est une question de survie, l'intelligence de dire non aux Allemands. Une France qui se retrouverait seule avec l'Allemagne dans la zone euro, c'est un baiser de la mort pour nous. Voilà, comprenez? Et n'hésitez pas à le dire autour de vous, et surtout d'aller le dire à votre député. Donc, ça c'est un scénario,
c'est la fédéralisation sans l'Italie et l'Espagne. Donc l'exclusion des pays du Sud. Et en plus, vous savez que les Allemands, ils ont une particularité depuis le moine Luther, c'est qu'ils aiment bien exclure ceux qui sont fautifs. Faute égale punition. Donc les pays du Sud, ils ont fait des déficits dehors. Ça, c'est une façon de faire l'expulsion de la zone euro. Il y a une autre façon de faire l'expulsion, et là, ce qui est très important, ça aussi c'est un élément d'optimisme, c'est que les clés ne sont pas en Allemagne, elles sont en France. Mais ça suppose qu'on ait fait une réflexion stratégique extrêmement lucide. Si à un moment donné, les Allemands viennent nous voir pour dire on sort les pays du Sud et qu'on dise non, qu'est-ce qui reste comme option à l'Allemagne? C'est que c'est elle qui sort. En leur disant, vous sortez. La zone euro, ça devient la zone des gens qui ne sont pas capables de réduire leur déficit. Et l'Allemagne sort. Elle ne sortira pas seule, elle sortira avec les Pays-Bas, avec l'Autriche, avec la Finlande. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? De deux choses l'une. Où la France est capable, à ce moment-là, de mettre en place les réformes qui éliminent le déficit public et qui redonnent de la compétitivité à notre économie. Et l'économie française et l'ensemble de l'économie du Sud repart, et l'ensemble de la zone euro repart, simplement il y aura 2 zones euro au lieu d'une. Alors les gens pensent que c'est la fin du monde. Vous savez qu'il y a déjà 11 monnaies dans l'Union européenne. Puisqu'on en a une à 17 et qu'il y a 27 pays, ça veut dire qu'il y en a 10 autres. En réalité, passer de 1 à 2 euros, c'est passer de 11 à 12 monnaies. Les Britanniques n'ont pas l'euro et ils survivent. Ils sont même venus avec nous en Libye. Donc, à partir du moment où vous avez compris que pour que l'euro existe, il faut un gouvernement économique, un budget fédéral et pas de concurrence fiscale et sociale, eh bien, vous avez compris que cette zone ne peut pas durer. Soit on la fédéralise en la dotant des conditions de réussite. Si on n'est pas capable de la doter des conditions de réussite, il vaut mieux cassure de la zone euro. Mais à ce moment-là, la France doit avoir la lucidité de dire aux autres qui restent dans la zone euro, attention, on met en place la coordination fiscale et sociale et on met en place un gouvernement économique. Alors vous allez me dire, mais quelle est la possibilité, la marge de manœuvre de la France dans ce cas-là de faire ça? Et ça, ce que je suis en train de vous dire, ça peut se passer la semaine prochaine ou dans 15 jours. Il y a des scénarios, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Parce que nous sommes dans un moment de crise très aigu déjà. Et donc à ce moment-là, soit la France pose des conditions aux pays du Sud en leur disant « nous restons dans l'euro, mais à ces conditions-là ». Soit les autres disent « on n'accepte pas de conditions ». Il faut savoir à ce moment-là qu'il faut laisser sortir l'Allemagne, parce que la France ne peut pas sortir, et c'est là où je suis en opposition totale, et je conclus dans 2 ou 3 minutes, c'est là où je suis en opposition totale avec Mélenchon ou Le Pen. Un pays faible, parce que nous sommes un pays faible, puisque nous avons une crise sur notre dette, un pays faible ne peut pas sortir de l'euro. Pourquoi? Parce que si en sortant, vous gardez votre dette en euros. Et donc vous vous retrouvez avec une monnaie qui se dévalue par rapport à l'euro et vous augmentez le poids de la dette. Donc il est clair que vous ne pouvez pas sortir de l'euro quand vous êtes faible. Mais l'Allemagne peut sortir, parce que si l'Allemagne sort, elle va se réévaluer par rapport à l'euro. Donc elle n'aura pas de problème. Mais une fois que l'Allemagne est sortie, si la France fait un minimum de réformes, or il y a quand même toutes les raisons de penser que les Français ne sont pas stupides. Si l'Allemagne sort, ça va leur faire sacrément peur. Et que ça sera le moment de faire des réformes. Ça dépendra qui nous dirige. Évidemment, si c'est Eva Joly, elle profitera de la sortie de l'Allemagne pour fermer tous les réacteurs nucléaires en une seule fois et pour mettre instantanément la semaine de travail à 24 heures pour employer tout le monde. Résultat, au bout de 18 mois, division par 2 du niveau de vie. Mais si ce sont d'autres qui sont aux commandes, ils pourront finir la réforme des retraites, réformer les collectivités locales et éliminer le déficit public en 2 ans. Si nous faisons ça, l'économie française tient encore la route. Et nous pouvons devenir le leader du Sud.
Si les autres ne veulent pas suivre les règles, eh bien, nous devenons l'Allemagne de la zone sud, ce qui veut dire que nous pouvons à nouveau sortir et éventuellement nous recoller à l'Allemagne, mais avec un taux de change qui, pourrait être fixe, mais sans re-rentrer dans la zone allemande, et deuxièmement, avec un taux qui nous permettrait de rester compétitifs par rapport à l'Allemagne. Aujourd'hui, on considère que nous avons perdu 20% de compétitivité par rapport à l'Allemagne depuis 12 ans. Et donc, nous avons un impératif de regagner 20% de compétitivité. Et s'il y avait une cassure de la zone euro et qu'à l'occasion de la cassure, la France fasse la réforme de ses finances publiques qui est de toute façon nécessaire et retrouve la compétitivité qui est nécessaire, qui plus est, si elle arrive à le faire en gardant le contrôle d'une zone dans laquelle il y aurait l'Italie et l'Espagne, eh bien on peut très bien se retrouver dans 1 an ou 2 avec une économie française qui est sur un rythme de croissance de 4-5% l'an. Donc en réalité, tout est possible dans les 18 mois qui viennent. Le pire et le meilleur. Merci.